Impeccable. Super. Bonjour tout le monde. Hello à Très content tous. de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinar Seed Legals et j'ai le plaisir et la joie de recevoir Evan, cofondateur et président de Roundtable. Salut Evan, très content de t'avoir avec nous Salut ce matin. Florent, merci de m'accueillir et ravi Avec d'être là avec plaisir. vous tous. Voilà, de t'accueillir en live et à distance sur Zoom, les webinaires qu'on aime beaucoup faire à Seed Legal. Ce matin, la thématique, c'est de savoir comment garder une cap table, une table de capitalisation à jour et clean, propre, comme on peut le dire. Quand on va lever des fonds, que ce soit pour des levées de fonds en early stage, souvent on peut aller chercher un certain nombre de business angels, donc des personnes individuelles, que ce soit des fonds d'investissement peut-être aussi early stage. Bref, il y a un certain nombre de partenaires financiers potentiels qu'on peut aller chercher et qui seraient susceptibles d'investir dans la société et se pose la question de savoir, bah, OK, en contrepartie, on va donner du capital. Comment ça se passe quand il y en a un certain nombre? Peut-être des fois, ça peut poser des questions ou des problématiques de gestion de la relation investisseur. C'est le sujet, c'est la question et les questions qu'on va poser ce matin avant de rentrer dans le détail et le vif du sujet. Évidemment, une petite présentation de notre part, c'est légal, comme vous le savez certainement. Donc, nous, on accompagne les entrepreneurs sur l'ensemble des opérations sur le capital, de la création de la société aux premières levées de fonds avec une plateforme, mais aussi une équipe multidisciplinaire qui vous accompagne sur les sujets stratégiques, pitch deck, prévisionnel, roadshow, et également sur la partie juridique qui s'ensuit. On est 150 en tout en Europe, Royaume-Uni, France et Irlande. Et je m'occupe, moi, du marché français, où on est une quinzaine de personnes et accompagne environ 700 startups parmi les 50 000 qu'on peut compter sur la plateforme. Voilà en deux mots. Et on aime beaucoup faire du contenu et parler des sujets qui sont les nôtres et surtout les vôtres côté entrepreneur. Et pour ça, on a nos partenaires et amis de Roundtable avec Evan ce matin qui va pouvoir parler de ces sujets. Et merci encore pour ta présence ici, Evan. Je te laisse présenter en deux mots et te présenter toi et Roundtable. Ouais, avec grand plaisir. Merci encore Florent et merci aussi vraiment à Célia pour ses contenus toujours de qualité. Alors moi de mon côté, Evan, moi je suis un des co-founders justement de Roundtable. Ce qu'on fait avec Roundtable, nous, c'est qu'on aide, alors c'est vraiment la structuration des investissements dans le marché privé au sens large et plus particulièrement pour les founders, parce qu'aujourd'hui ça va être le sujet, on aide les founders lors de leur levée de fonds, mais surtout sur la partie structuration justement de leur levée de fonds pour garder toute une cap table clean, accepter le maximum de business angels, etc. Et donc c'est vraiment là-dessus où là, nous, on est live, Roundtable, c'est live depuis un peu plus d'un an et on a fait 300 millions d'investissements et un peu plus de 450 deals maintenant en une année. Donc ça a bien pris et ravi de rentrer dans les différents sujets sur comment justement dynamiser sa levée et assurer aussi et préparer le futur parce que souvent, c'est un peu la bonne balance à avoir en continu. Clairement, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, d'où on va commencer, comment on va le structurer, comment on va réaliser l'opération avec ces différentes parties prenantes, hein, donc les investisseurs avec les profils différents en fonction de ces investisseurs. Puis après le suivi, parce que ça ne s'arrête pas là, hein, ce n'est qu'une étape, la levée de fonds. Donc il y a toute la partie gestion et c'est un peu cette thématique et cette chronologie, dont on va parler ce matin qui sera notre ligne directrice à tous les deux quand on va échanger, mais quand on dit tous les deux, c'est aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour que ce soit d'autant plus dynamique. Vous avez le chat, hein, vous avez le moyen de pouvoir discuter. Je veux dire là bonjour tout le monde. Donc, ce qui permet de pouvoir échanger là en direct. Vous avez aussi sur Zoom, peut-être que vous connaissez, mais les questions-réponses. N'hésitez pas entre discussion ou questions-réponses. On les prendra à la volée ou on peut se les laisser aussi 5-10 minutes à la fin. On est là pendant à peu près une heure, un petit peu moins, une cinquantaine de minutes. Et l'idée, c'est de vous donner un maximum de contenu pratique. On va aussi, bien sûr, vulgariser l'ensemble des éléments techniques en fonction aussi de vos connaissances. On peut rentrer dans un niveau de détail et de complexité technique qui sera en fonction de vous et des questions que vous pouvez nous poser. Voilà Et l'idée là-dessus, pour vraiment, ce n'hésitez matin. vraiment pas à nous couper, hein. Florent comme moi, on adore répondre aux questions, donc surtout, n'hésitez pas. Ouais, on aime le challenge et on aime les questions et répondre justement aux questions souvent très concrètes qui sont les vôtres. Pour la première question, déjà aussi, peut-être pour un besoin de rendre la thématique d'autant plus accessible, c'est de se dire, OK, mais la table de capitalisation, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'une table de capitalisation? Parce que quand on va lever des fonds, forcément, il y a une logique de capital, une logique de dilution. Donc ces termes-là, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Evan, juste pour qu'on soit un peu sur le Ouais. même niveau de compréhension? Oui, alors déjà, peut-être juste, je me permets de reprendre un tout petit peu de hauteur avant pour quand les Bien gens sûr. veulent justement se financer hein, au global, parce que souvent, quand justement on va lancer son projet, c'est comment on veut se financer au global.
Il y a vraiment la possibilité de se financer en non dilutif, ça veut dire qu'on ne va pas émettre d'actions hein, de son entreprise, on va aller chercher plutôt de la dette ou des subventions. Ça, ce n'est pas du tout le focus d'aujourd'hui, mais je préfère toujours le parquer de côté pour éviter les confusions. Et après, il y a vraiment toute la partie de levée de fonds, hein, comme on parle aujourd'hui dans l'écosystème, en dilutif. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir justement émettre des parts de son capital contre bah, justement du capital en face. Et l'idée de faire ça, c'est de pouvoir, bah, un, se financer et deux, pour les investisseurs, prendre part au capital d'une entreprise qui va se valoriser de plus en plus et donc avoir un certain return dessus. Là-dessus, la table de capitalisation, hein, c'est vraiment cette image, j'allais dire, et Florent va rendre tout ça concret juste après, mais c'est cette image de se dire qui sont les actionnaires de mon entreprise. Et donc, c'est vraiment une histoire de ligne, c'est-à-dire que dès que tu vas émettre un certain nombre d'actions, des actionnaires vont devenir actionnaires de ton entreprise et donc vont rentrer à la table de capitalisation. D'accord? Après, la table de capitalisation a beaucoup de complexité. Je pense qu'on ne va pas toutes les tacler là-dedans tout de suite. On va les mettre au fur et à mesure. Mais après, il y a vraiment des sujets de hiérarchie dans la table de capitalisation, de si justement il y a des événements de revente ou de liquidité, qui peut sortir, entre guillemets, de l'argent et dans quel ordre cela se fait. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très high level au début. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est ça, c'est ça l'idée d'une table de capitalisation. Et tu fais bien de rappeler cet enjeu, et notamment de ces différents moyens de financement. Parce que sur cette partie non dilutive, donc effectivement, si on donne les exemples là, que tu mettais de côté, tu as bien raison, parce qu'on va se concentrer, comme tu l'as dit, sur la partie dilutive, mais ces deux et ces différentes mécaniques dans ces deux familles sont complètement complémentaires. C'est pas du tout alternatif. Donc, par exemple, vous faites une campagne de crowdfunding au début dans une logique parce que vous avez un modèle B2C de promouvoir un petit peu vos services, que ce soit des préventes, je ne sais quoi, mais on le fait sous forme bah, de dons. C'est là où on va promouvoir, on va avoir peut-être des préventes où ça va être préacquisition et ça permettra de jouer de promotion. Mais là, vous n'avez pas donné en contrepartie du capital, comme l'expliquait Evan. Ça va rentrer directement dans la caisse de la société. Ensuite, vous allez potentiellement lever des fonds, là, pour le coup, avec des business angels. Mais ces business angels, en contrepartie, vont avoir ce fameux capital, comme tu l'expliquais. Mais aussi, là-dessus, tu l'as aussi dit, c'est ils attendent un retour d'investissement. Donc ça, c'est le lien à faire sur cette logique high level, sur comment et pourquoi ils vont financer votre projet. Donc si on prend le non dilutif, mettons les banques, elles vont se rémunérer sur les remboursements et les intérêts appliqués sur le prêt qu'elles peuvent faire. Et généralement, elles vont suivre aussi des investissements qui sont, eux, plutôt dilutifs, d'où les premiers investisseurs, les business angels, pourquoi on les appelle business angels, parce que c'est ceux qui prennent le risque au départ. Et donc, c'est ceux qui vont vous aider au départ aussi à vous financer. Toute cette stratégie-là, c'est bien sûr des éléments à définir et à avoir en tête de comment s'y préparer. D'où le premier point, parce que après avoir justement donné quelques exemples et remis un peu le contexte high level, donc à ce niveau un peu plus élevé, là, l'idée, c'est de se dire, OK, mais moi, j'ai décidé maintenant, je suis entrepreneur, j'ai des besoins de financement que j'ai estimés, mettons, à 300 000 € juste au début, après avoir commencé à finaliser la phase d'idéation de mon projet. Sur ces 300 000 €, je sais que je vais faire, allez, peut-être 100 000 € de non dilutif, mais d'abord, j'aurais besoin de 200 000 € de dilutif à aller chercher auprès d'investisseurs privés, donc des investisseurs, mais quel profil, qui, comment? Et c'est là aussi où, peut-être j'ai tellement de questions à me poser sur: «OK, mais c'est quoi les documents? Comment je m'y prépare?» Il y a beaucoup de contenu qui est en ligne, qui est disponible, y compris celui, qu'on est en train de faire là, mais heu, des fois, ça peut paraître un peu flou pour certains investisseurs lapsus, non, certains entrepreneurs, sur comment s'y préparer. Donc là, toi, ce serait quoi tes conseils pour en voir quand même un certain nombre, comme on peut en voir aussi, côté Sealégal? Oui, alors moi là-dessus, les premiers conseils ils vont être. Alors, le premier, c'est toujours d'arriver vraiment préparé. Ça, c'est vraiment un point important. C'est au moment où on va prendre du temps pour faire une levée de fonds. Et ça, c'est un point important aussi, c'est que ça prend du temps. Donc, il faut aussi être prêt à pouvoir dédier ce temps-là. Donc, quand on est en ultra early, on n'a pas toujours des clients, donc ça va à peu près. Mais quand on commence à avoir des clients, il faut aussi être équipé pour pouvoir gérer le business à côté. Donc, ça, c'est le premier point, c'est vraiment se préparer, être très très clair sur les messages qu'on veut faire passer aux investisseurs quand on va leur parler. Et pour ça, il faut vraiment avoir en tête de pourquoi ils vont investir. Donc, il y a plusieurs raisons, hein, plusieurs critères d'investissement, surtout en early stage. Un, c'est vraiment de croire au projet. Et après, c'est de bien comprendre l'équipe
qui va porter ce projet. C'est vraiment souvent un des critères les plus importants au début, et aussi, bien sûr, avec l'histoire de marché, etc. Le point important, c'est vraiment, un, de se préparer. Donc vraiment, deck de pitch, story qu'on veut vraiment raconter, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on a besoin de cet argent et à quoi il va nous servir. Parce que ça aussi, souvent, beaucoup de questions, moi de mon côté, c'est mais quelle est la valorisation de ma boîte, etc. Au début, on est en early, on a très peu de data points là-dessus. Et en fait, la vraie question et la façon de valoriser sa boîte, c'est de combien d'argent on a besoin au début et pour faire quoi. D'accord? À partir de là, j'allais dire, c'est des maths un petit peu simplistes en se disant, bah, je suis prêt à donner 10%, 15%, 20% de ma boîte pour avoir cet argent-là. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous avez besoin de vous asseoir et d'être à l'aise en prévoyant votre plan de financement aussi futur. Parce qu'il faut quand même, quand on fait justement une levée, on se dilue, comme on disait tout à l'heure. D'une manière ou d'une autre, on perd un petit peu le contrôle de sa boîte. C'est normal, mais il faut juste bien planifier tout ça. Donc moi, vraiment, c'est vraiment préparation forte. Je pense que c'est aussi important tout de suite d'avoir un partenaire légal d'une manière ou d'une autre parce que c'est souvent avec, il y a beaucoup de sujets complexes derrière et c'est important de les avoir en tête. Je pense qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui la boîte de Pandore de toutes les clauses d'une term sheet et qui va avec, mais malheureusement, ça a des implications justement aussi sur le futur pour vous. Et donc, en donnant du capital, bah, on donne aussi des droits aux investisseurs et donc ils vont avoir des décisions, ils vont avoir des droits financiers, des droits de gouvernance sur votre entreprise. Et donc ça, il faut vraiment être au clair, je pense, avant de lancer une levée de fonds. Et après, moi, le point le plus important sur une fois qu'on lance, il y en a deux. Un, c'est avec une approche, j'allais dire, un petit peu par vague. Il faut toujours tester avec quelques personnes son pitch, ce qu'on va chercher pour voir un peu comment le marché réagit à notre levée de fonds, parce que parfois on peut être un petit peu à côté de la plaque, donc on peut se réajuster, il n'y a pas de problème. On peut réajuster la valo, on peut réajuster le pitch, on peut se préparer aux questions peut-être auxquelles on n'avait pas pensé d'avance. Et ça, c'est souvent voilà, pour éviter d'être un petit peu cornerisé pendant une discussion et être d'autant plus convaincant quand on parle. Donc ça, c'est vraiment tester par approche de vague avec des personnes en qui vous êtes un petit peu plus confiant et à qui vous pouvez aussi tester juste l'idée pour voir ça. Et après, c'est vraiment aussi time boxer. Parce que le gros risque quand on fait une levée de fonds, surtout quand c'est en early stage avec des business angels et ce type d'investisseurs, c'est qu'on va souvent en avoir beaucoup. Et ici, ça peut traîner très longtemps dans le temps. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'avoir une approche de se dire, bah, je suis prêt à dédier un mois sur la levée de fonds, un mois et demi, ça dépend un petit peu des enjeux, de l'écosystème, des moments, etc. Mais c'est vraiment important, au bout d'un moment, dans tous les cas, peut-être de s'arrêter et de retrouver une autre solution alternative en se disant, bah, il faut peut-être que j'aille chercher quelques KPI business avant d'aller relancer une levée de fonds. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans des levées de fonds. Moi, j'en vois quelques-uns qui sont pendant 4, 5, 6 mois. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, ça prend du temps. Et donc, en fait, on ne développe pas de business et on se retrouve un peu dans un entre-deux qui n'est pas très bon. Donc, pour moi, c'est vraiment ça les conseils. Une grande préparation, une approche par vague un petit peu hein, sur les cercles des personnes. Et après, timeboxer. Et juste un dernier point, excusez-moi, sur la préparation, c'est identifier les personnes qu'on veut avoir à sa cap table. On ne cherche pas que du capital, surtout en early stage. On cherche des personnes qui vont croire dans le projet et qui vont nous aider derrière. Donc, et parfois, on en reviendra aussi, mais c'est qu'on a un peu cette balance à faire entre des personnes qui peuvent vraiment nous aider, mais qui vont mettre des petits montants, et donc on va avoir beaucoup de gens à la table de capitalisation, ce qui n'est pas facile à gérer pour la suite. VS, accepter que des gros tickets pour pouvoir aller assez vite, mais malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours les plus utiles. Donc voilà, il faut toujours bien avoir ça en tête. Et cette préparation, c'est clairement l'enjeu qui ressort là des conseils que tu donnes, parce que ce soit le montant, la valo, bien sûr, c'est quelque chose qui est mouvant et votre pitch deck, tu donnais cet exemple, il va évoluer clairement. Il va évoluer de la première version que vous pouvez avoir à la version peut-être 29, 34, 54, peu importe, c'est normal parce que ça évolue aussi avec la société. Et c'est le point aussi dont tu as parlé, Evan, qui est quand vous allez lever des fonds, forcément, vous allez prendre du temps pour préparer à la fois les documents dont tu parlais, mais aussi pour rencontrer un certain nombre de personnes. Et donc ça vous déconcentre de, normalement, ce qui est l'essentiel et votre focus principal. Vous vous concentrez sur vos clients, générer vos premiers revenus et chiffre d'affaires.
et comprendre aussi comment adapter votre solution par rapport à ces retours utilisateurs, surtout au début. Et donc, forcément, quand on est peut-être très optimiste, où on se dit, OK, on reprend l'exemple qu'on avait, j'ai besoin de ces 200 000 euros, ensuite je vais faire l'effet de levier dont on parle pour les 100 000 euros supplémentaires et avoir ce besoin de financement que j'avais estimé à 300 000 euros. Et ces 200 000 euros au début, si j'ai pas de produit encore, pas de revenus, pas d'utilisateurs, peut-être que la plupart des business angels, en tout cas des investisseurs qu'on va aller solliciter, voudront, comme tu l'as dit, avoir quelques gages, au moins, d'exemples qui a un petit peu de traction. Et donc c'est là les indicateurs clés de performance, qui sont ces KPI, qui sont: «OK, est-ce que j'ai déjà un petit peu d'utilisateurs? Si oui, est-ce que déjà j'ai peut-être un petit panier moyen qui est certes modique, mais au moins il y a quelque chose?» Et ça, ce sera, à mettre en parallèle. Donc c'est ce qui va se retraduire ensuite dans le pitch deck, mais sur le marché et le potentiel de ce marché-là qu'on va adresser. Donc c'est le potentiel et c'est là où, comme tu l'as dit, ça peut te donner, un exemple de retour sur investissement hypothétique, hein, on est d'accord, mais c'est ce potentiel aussi pour l'investisseur qui croira du coup à votre projet, à la pertinence de la solution qui est la vôtre et comment mieux convaincre un investisseur, c'est en ayant des arguments. Donc, arguments de complémentarité de l'équipe et vous, de la connaissance de votre marché, c'est aussi le point dont tu parlais, Evan. Et tous ces éléments, eh ben, en fait, on les retrouve dans ce premier document que tu nous as donné, enfin, en tout cas dont tu as parlé, qui est ce pitch deck. Donc, toi, si tu avais un conseil sur le pitch deck, peut-être au début, on en voit des centaines, hein, que ce soit de ton côté ou du notre côté si dégage, mais euh, c'est quoi les meilleurs pitch decks que tu aies pu voir en quelques mots? Oui, alors, non, mais, et là-dessus, ça dépend énormément du stage, hein, par Mmh. rapport à ce que tu disais, c'est que Prenons le parfois, on a pre-seed, vraiment l'amorçage, sur du seed, pre-seed soit seed. au début, mais ce qui est dans tous les cas, ce qui va ressortir dans du early stage, ça va être une clarté sur la vision, très importante, de savoir ce vers quoi on veut aller. Parce que comme on disait tout à l'heure, ce que les gens achètent aussi, c'est un retour sur investissement dans le futur, Mmh. qui, de base, en partant, quand on est dans du venture en early stage, est très peu probable. On va pas revenir sur toutes les stats. Statistiquement, effectivement, il y a plus de chances de Très peu rien probable. avoir Et que donc, d'avoir un multiple de 1000, ouais. l'idée, c'est vraiment de se dire, au moins, on investit sur des personnes qui ont une vision très claire de où ils veulent aller, ce qu'ils veulent transformer, quel est le problème auquel ils vont répondre. Et souvent, moi, c'était Ken Tian qui m'avait dit ça et j'avais adoré à l'époque, c'est on veut pas des problèmes qui grattent, on veut des problèmes qui font vraiment mal. Pourquoi? Parce que des problèmes qui grattent, on en voit partout autour. D'accord? Mais est-ce que c'est ça qui va faire un business explosif? Non. D'accord? Et donc, c'est vraiment être très clair de se dire, c'est quoi le pain auquel on veut s'adresser, enfin qu'on adresse? C'est quoi la vision qu'on veut du coup réaliser? Comment on y va? Et d'être du coup assez clair aussi sur, la roadmap, le marché qu'on adresse et enfin les sujets de monétisation. D'accord? Parce que, encore une fois, ça changera bien entendu, et tout le monde Mmh. le sait que ça changera 50 fois entre le moment où on se parle et 1 an, 2 ans, 3 ans Mais après. c'est la pertinence, Là, la du moment où cohérence. on se dit, voilà, c'est la personne sait réfléchir ou chercher de la monétisation sur sa chose, sur son business. Si on a des proof points, c'est le mieux. Et pas besoin de beaucoup. C'est juste dire, bah voilà, on a eu un premier contrat payant. On a des gens qui sont prêts à payer une fois qu'on aura atteint tel et tel milestone, parce que parfois on a plein où on n'a pas de revenus. Ce n'est pas gênant non plus. On va Mmh. juste être très clair sur les 200 000 euros ou 300 000 au global. Qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qui va arriver pour générer les premiers revenus. Voilà, donc c'est être très clair là-dessus. Et après, c'est vraiment être clair aussi sur l'équipe. Et ça, c'est un peu en dehors du pitch deck. Mais comme je disais, surtout en early stage, c'est vraiment montrer, pourquoi on est les bonnes personnes pour attaquer ce marché, d'accord? Pourquoi de façon complémentaire et aussi pourquoi maintenant on veut aller dans Mmh. ce marché-là. Le why now, on en parle tout le temps, mais il y a toujours des éléments de marché en disant parce qu'on a envie de tacler ce marché avant qu'il y ait quelques autres compétiteurs qui arrivent, ou on a vu ça, il n'y a pas de problème des copycats on a vu que ça marchait très bien dans d'autres géographies, on est dans le même écosystème et donc on pense qu'on peut vraiment développer la même chose ici. Voilà, mais vraiment être très clair. Donc pour moi, c'est vraiment ces quelques éléments-là qui seront toujours la même chose. Vision, marché, proof point et équipe. Et c'est voilà, de bons éléments à avoir en tête dans la construction de son pitch deck et son pitch deck ensuite. Voilà, vous allez l'itérer, vous avez le tester et ce que tu donnais comme conseil, je le reprends ici parce qu'il est très important, c'est de le pratiquer.
plus vous allez le pratiquer. Et surtout, j'en parlais lors d'une autre intervention, c'était aussi, vous pouvez le pratiquer avec des proches ou des personnes comme ça de votre entourage, mais généralement, ils vont être trop sympas avec vous. Donc aussi, tester ça avec des gens que vous ne connaissez pas, parce que eux, ils auront peut-être moins de filtres. Et donc, ce qui est mieux pour vous, parce que au moins, ça permet d'être confronté à la réalité qui va être la vôtre quand vous allez lever des fonds. Parce que vous n'avez pas, sauf si vous faites une levée de friends and family, donc auprès de vos proches, et que vous avez du coup suffisamment de proches capables de pouvoir financer votre projet à hauteur des 200 000 qu'on veut, bah, tant mieux pour vous, hein. Tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Donc, raison pour laquelle, et puis même quand bien même vous allez lever demain 1 million d'euros, si vous êtes dans cette logique de développement, de relever des fonds derrière, bah, pareil, cette question se posera à ce moment. Et vous allez devoir pratiquer. Et donc, c'est se préparer aux questions posées, que ce soit des questions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, des questions techniques, mais des questions qui vont aussi vous faire réfléchir par rapport à vous, votre business. Donc, ce qui est assez bon. Il y a aussi un point en lien avec ça, souvent, c'est de se dire de la même manière, on se prépare dans cette logique de préparation qui est ce premier point là, qu'on aborde ensemble. Qui sont les investisseurs en termes de profil qu'on va aller chercher? Parce que là, dans le besoin de financement, donc qui est notre exemple, qu'on garde là jusqu'à maintenant de 200 000 €, 300 000 € global, est-ce que je vais aller chercher des fonds d'investissement, qui ont pignon sur rue, dont c'est le métier de sourcer des opportunités et donc ils sont ravis, notamment les analystes qui y travaillent, bah, de vous rencontrer. Mais est-ce que c'est pertinent pour vous de le faire? Sur ce point, est-ce que tu as des remarques, ou commentaires à donner? Non, mais ça, c'était le point que je disais tout à l'heure, hein. Ce qui est important, même dans la préparation, c'est de trouver qui on veut avoir autour de la Ouais, table. D'accord? Et ce qu'on cherche, c'est, oui, malheureusement, on a quand même besoin de capital. On en a besoin. On a besoin d'argent. Mais, j'allais dire, si il faut réussir à se mettre, j'allais dire, dans les conditions de pouvoir vraiment pouvoir être d'une manière ou d'une autre sélectif, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas accepter de l'argent pour de l'argent. Parce que encore une fois, surtout une fois que c'est des investissements dilutifs, les investisseurs vont avoir des droits de gouvernance, vont avoir une implication sur le futur de votre boîte. Donc, il faut vraiment avoir des personnes qui vont venir vous aider dans les moments positifs en faisant des intros, en étant expert dans un domaine. Parce qu'en fait, quand vous montez une boîte, vous pouvez être très très bon sur la verticale dans laquelle vous allez ouvrir votre business, mais malheureusement, ouvrir une boîte, il faut vraiment gérer l'ensemble des sujets, aussi bien opérationnels que mmh, RH. Et donc moi, j'aime souvent aussi dire, souvent les gens ils pensent peu, mais de prendre des angels qui sont bons dans la partie RH aussi, c'est important de pouvoir savoir comment gérer après ses futurs employés, comment gérer les plans de BSPCE, comment gérer quand quelqu'un part, c'est pas toujours le plus simple. Donc, vraiment, on peut avoir des angels qui peuvent vous aider sur différentes dimensions, que ce soit business ou sinon vraiment opérationnel et running de votre boîte. Donc, vraiment chercher des personnes qui sont bonnes là-dedans. Et si vous avez parfois des doutes sur, j'allais dire, euh, le côté protecteur ou aidant d'un angel et qu'on a l'impression que cette personne peut être un petit peu, parce qu'on a des angels parfois toxiques, il faut faire attention à ça. Pas accepter du capital pour accepter du capital, parce que malheureusement, une fois que les personnes sont actionnaires, ils ont aussi un poids particulier au sein de votre gouvernance. Vous allez voir, en tant que gérant de votre boîte, vous allez devoir prendre des décisions et il faut la validation de vos actionnaires sur certains nombres. Et pour quelqu'un qui peut vraiment vous peiner, et ça peut être bloquant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment toujours là-dedans. Je mets toujours ces warnings aussi. C'est de se dire comment on peut faire. Et parfois, ils peuvent être bloquants de façon active, mais parfois aussi de façon passive. Quand les gens sont à votre cap table, bah, une fois par an, il faut quand même venir valider les comptes de votre entreprise. Il faut valider, et il faut parfois, pour des opérations d'augmentation de capital, il faut la validation de l'ensemble des actionnaires. Quelqu'un qui n'est pas réactif peut devenir sincèrement bloquant. Voilà. Donc, il faut toujours faire vraiment attention à ces points-là quand on sélectionne les personnes autour de nous. et sur cette partie de gestion, ça va de pair avec les logiques et donc sur le point de la préparation, la compréhension de la mécanique juridique à anticiper. Et donc ça, nous, chez Clegal, évidemment, on insiste, heu, énormément sur cette partie-là où, bien sûr, souvent, les entrepreneurs se posent la question du pitch deck, de qu'est-ce qu'on va y mettre dedans, donc des points dont on a partagé là juste à l'instant. Mais peut-être un peu trop souvent, on met de côté cette partie juridique, mais qui est quand même essentielle parce que dès lors qu'un investisseur est prêt à pouvoir investir. Donc là, on se dit, on a des bons signaux, on a un bon relationnel avec cette personne, on sait qu'elle peut apporter de l'expertise et du capital, donc tant mieux. Heu, Comment je le fais rentrer? Et donc vous, vous devez avoir anticipé déjà ces questions. Ça ne veut pas dire que ça doit être arrêté complètement, les modalités. Évidemment, ça va être soumis à la discussion et la négociation avec ces investisseurs-là, que ce soit le premier point, à ce niveau dont tu as parlé, qui est la valorisation.
Mais donc là, il existe différentes mécaniques. Vous pouvez avoir soit du financement qui est de manière flexible, contractuelle, et qui ne fixe pas encore cette valorisation, mais qui l'encadre. Et c'est ce qu'on appelle le contrat de BSR, bon, souscription d'action par accord d'investissement rapide. Ça, c'est des pratiques qui sont importées des États-Unis et qu'on connaît en France maintenant depuis près de 10 ans, hein, même plus de 10 ans. C'était 2013 où ça avait été importé avec The Family à l'époque, sur la base du Simple Agreement for Future Equity des États-Unis, qui avait été lui lancé par Y Combinator. On a un tas de contenu côté site légal, si vous voulez, sur cette partie BSR. Mais bref, la logique, en gros, de ce BSR, c'est de faire rentrer peut-être au fil de l'eau, sans attendre que tout le monde rentre au même moment côté investisseur, ce qui facilite notamment pour ces levées de fonds d'amorçage. Ça évite de prendre un peu trop de temps pour avoir l'ensemble des investisseurs qui sont prêts à mettre tout de suite le capital. Il y a des conditions particulières, certains investisseurs qui n'aiment pas du tout le BSR parce qu'ils ne rentrent pas au capital tout de suite, ils rentreront plus tard, ou pour des raisons potentiellement fiscales. Peu importe, ne vous fermez pas à cette mécanique, mais comprenez-la et anticipez-la. Et si on vient du coup sur cette logique un petit peu juridique là de la levée de fonds et du capital, c'est en lien avec le point dont parlait Evan, qui est le temps et ce timing. Donc, on peut se dire en un mois, on va peut-être aller les trouver ces 200 000 euros dans notre exemple. Mais peut-être qu'en fait, non, ça va pas se passer aussi bien et ça va prendre beaucoup plus de temps. Peut-être qu'on va se dire, oh, on pensait faire une levée de fonds, les faire rentrer à hauteur donc, des 200 000 euros contre 10% du capital. Et donc là, bah, les maths nous disent c'est quoi la valorisation? C'est très simple, c'est une règle de 3, donc 10% contre 200 000 euros, on est sur 2 millions d'euros de valorisation. Mais c'est une valorisation qui est post-monnaie, c'est-à-dire qui représente les 100% de la société avec les 200 000 euros qui ont été investis. Ce qui fait que ça nous donne 2 millions post-monnaie moins 200 000 euros, 1,8 million pré-monnaie. Peut-être qu'on peut se dire, en fait, là, on n'a pas encore de revenus, on a un petit peu de traction, on n'a pas de revenus, on est au tout début. Est-ce que ça fait sens de valoriser la société à 1,8 million? Peut-être pas. Et peut-être que même vous allez avoir des discussions avec ces investisseurs. Donc, ça veut dire que, en fait, la mécanique du BSR, il y a des investisseurs qui sont prêts à investir sous ce format-là, on va les faire rentrer maintenant. Et après, ils rentreront, eux, à l'occasion du prochain tour de financement qu'on envisage de faire dans les 6, 12, 18 mois qui suivent. Et donc là, c'est une levée de fonds d'1 million d'euros. Mais mettons, dans ces 200 000 euros, on a fait en BSR. Donc, on a une vingtaine de personnes qui ont mis des tickets entre 5, 10, 20 000 euros en BSR. Et ensuite, on va lever des fonds, les 1 million d'euros en question, 12 mois plus tard. On y arrive aussi, c'est cool. On a des bonnes discussions avec euh, un fonds early stage qui est prêt à mettre 500 000 euros. Et après, derrière, on a une quarantaine de personnes qui vont aussi être susceptibles d'investir, qui sont prêtes à investir pour compléter les 500 000 euros. Là, typiquement, on a un certain nombre de personnes. Et donc là, on va discuter évidemment des différentes modalités. Donc là, je vous ai fait deux temps, hein. Donc un, BSR en amorçage, les 200 000 euros, et ensuite 1 million d'euros levés. Et donc c'est un peu dans ces logiques-là aussi où on a tout ce monde, comment on va pouvoir les gérer, comment on va pouvoir faire en sorte que dans la table de capitalisation, il y a la logique de gouvernance et les modalités dans ce cadre qui vont être discutées. Et donc, comment ça se passe? Donc là, je vais prendre juste pour imager un petit peu ce que je viens de dire, je vais partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble une table de capitalisation dans ce schéma-là. Et ça permet de rendre un peu plus concret ce qu'on vient de se dire et l'avantage éventuellement de regrouper ces investisseurs avec Roundtable ou, et de les mettre dans une holding d'investissement. Donc là-dessus, vous voyez un peu les éléments. En plus, là, je crois que j'ai fait ces différents tours. C'est une série A, mais bref, mettons, on va lever ces 1 million d'euros ici. Hop, et on va se mettre une valorisation, aller à 4 millions d'euros pré-monnaie. Donc là, c'est 40, ce sera pour plus tard, hein, on est d'accord. Mais là, on va se dire donc 4 millions. Donc, vous allez avoir un aspect dilutif. Et donc ici, l'aspect dilutif, on va faire entrer les investisseurs BSR. Il ne faut pas oublier que eux, même s'ils ne sont pas rentrés tout de suite au capital, ils ont financé certes au début, mais ils vont rentrer avec des conditions plus avantageuses, que ce soit avec une décote ou la valorisation cap. Bref. Donc, il faut les compter dans cet aspect dilutif. On a des investisseurs seed qui sont rentrés aussi derrière. Donc là, j'ai fait 3 étapes dans mon exemple. Et donc, ensuite, on a une série A. Donc, bref, peu importe. La logique est relativement la même. Ce qui veut dire que là, on a déjà 4 fondateurs. Au début, ils avaient ici, voilà, la répartition, 100% du capital à eux 4, réparti avec 40, 30, 15, 15. OK. Derrière, on a eu ici, donc là, du précide, et c'était la conversion, là, avec les BSR. Donc là, vous avez toutes ces différentes personnes qui vont justement rentrer au capital. Et ensuite, on a encore du monde qui va rentrer, que ce soit lors du prochain tour, que ce soit au seed. Et là, l'exemple qu'on se donnait avec éventuellement une série A
peu importe. Mais c'est cette logique. Et vous voyez à gauche, en colonne A, là, c'est toutes les personnes qui sont dans votre table de capitalisation, que ce soit des VC, des angels ou autres. Et en fait, s'il y a des différentes catégories, donc on a les associés, on a les fondateurs, on a les investisseurs R, on a les seed investors et on a les séries A. Donc on a ces différentes catégories-là qui peuvent avoir des droits aussi hein, différents attachés en fonction des actions. On ne va pas rentrer dans ce niveau de complexité peut-être de détail, mais c'est des éléments en tout cas à avoir en tête parce que s'il y a des implications qui se retrouvent dans le document qui régit vos relations, qui est le pacte d'associés. Et c'est là où on a dans ce document-là, donc qui est lui, qui est préfiguré d'abord dans les logiques de négociation par la fameuse term sheet, la lettre d'intention, qui, elle, permet de renseigner les différents points et principales questions, et ensuite de négocier ces différents termes pour que le pacte d'associés soit ensuite, lui, discuté et finalisé et signé. Mais toutes ces personnes, est-ce que toutes ces personnes vont devoir signer ce pacte d'associés, être impliquées dans le niveau de gouvernance? Vous imaginez, donc là, on en a un certain nombre, on en a à peu près une trentaine. Mais si on en a, parce que aussi, c'est en fonction de la réalité de la levée de fonds, vous en avez peut-être plus qu'une trentaine, une cinquantaine, une soixantaine, peut-être une centaine de personnes, en fonction des tickets, en fonction des personnes aussi que vous voulez avoir dans votre capital. Bah, comment vous les gérez? Voilà, là, je te passe la parole après ce long monologue, mais c'était pour imager un petit peu là les éléments concrets et techniques qui sont les nôtres à ce niveau. Et peut-être juste pour vous dire comment on veut les gérer et pourquoi on veut les gérer, c'est pour ça que je me permets de revenir un tout petit peu sur ce sujet-là, c'est avec le pacte d'actionnaires dont parlait Florent, il va y avoir des droits associés, d'accord? Et donc, il va falloir gérer ces actionnaires dans les différents événements de la vie de la société, hein. Dans les moments positifs où on lève des fonds, dans les moments moins positifs où parfois on doit voilà, faire des décisions difficiles et avoir l'accord de tous ces actionnaires. Et donc ça, c'est vraiment des points importants dans lesquels, comme je le disais, ces actionnaires ont des droits de gouvernance. Donc déjà, il faut juste, moi j'aime bien donner toujours un ou deux exemples, mais c'est normal, les investisseurs vous donnent de l'argent. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous preniez cet argent, que vous alliez vous acheter une maison et qu'après, jamais ils entendent parler de vous. Et donc, c'est normal qu'il y a des cadres dans lesquels on est obligé de mettre un petit peu des limites et de dire, je ne sais pas, un salaire au-dessus d'un certain montant doit être validé par les actionnaires. Parce que, oui, si vous commencez à vous mettre des salaires énormes, bah, c'est pareil. Est-ce que c'est la meilleure utilisation de l'argent qui a été investi? Peut-être pas. Et donc, en fait, il y a des droits, justement, sur ça. Il y a des droits après financiers, comme on parlait, etc. Et donc là, le point important, c'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est toujours la balance dont on parlait un petit peu tout à l'heure sur sa carte de capitalisation. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu de monde qui vont venir nous aider dans le développement de son business, etc. Mais le problème, c'est que comme on le voyait bien avec Florence, c'est que le nombre de lignes, c'est vraiment des personnes derrière. Et donc, c'est des personnes qui doivent valider les décisions qui ont besoin d'être validées par les actionnaires. Et donc, c'est vraiment dans le futur de la vie de votre boîte, où souvent on n'y pense pas quand on est en train de lever les fonds, on est juste content d'avoir de l'argent qui rentre. Mais c'est là où ça va avoir un poids particulièrement important. Et donc, justement, sur les cap tables, quand on a trop de lignes, ça peut devenir un peu embêtant par la suite. Et comme je disais, soit parce qu'il y a des gens qui sont activement embêtants, mais souvent, le plus souvent, c'est souvent des personnes qui sont passivement embêtantes, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent pas, elles sont contentes d'être là pour vous aider d'un point de vue business, mais tout ce qui est administrateur légal, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un point important. On a besoin de signatures, on a besoin de votes, parfois à l'unanimité. Et donc dans ces cas-là, ces personnes-là peuvent être sur le chemin critique. Et donc, c'est là où nous, ce qu'on conseille aussi souvent, c'est de venir, quand on commence à avoir un petit peu de monde à la cap table, venir consolider cette cap table grâce à ce qu'on appelle des SPV, des holdings d'investissement, hein, où on va venir regrouper les actionnaires avec une couche additionnelle au-dessus de votre cap table officielle. Comme ça, dans votre cap table, bah, sur toutes les lignes que vous avez vues de Florent, vous allez en avoir qu'une seule. Donc, en fait, vous aurez besoin d'avoir la validation que d'une seule entité. Derrière, l'ensemble des actionnaires sont toujours présents. Mais l'avantage, c'est qu'on peut débrayer, c'est-à-dire les problèmes d'unanimité. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on remonte et on donne l'occasion à chacun de voter comme il le faisait normalement quand ils étaient en direct à la cap table, mais dans un peu l'esprit de timeboxing, pas le même que la V, mais timeboxing des votes dont on a besoin. On peut donner un temps dédié aux personnes pour voter. Et si les personnes ne votent pas quand ils sont passives, ils ne sont plus bloquants. Et donc, comme en fait, à votre table de capitalisation, à votre table de capi, vous n'aurez plus qu'une seule ligne, vous aurez besoin juste de la signature de ce SPV, de cette entité légale.
Et donc, après, on régit des règles derrière qui sont beaucoup plus simples. Voilà. Et donc, ça n'enlève aucun droit aux investisseurs, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent être actifs, voter, pouvoir jouer dans la gouvernance, ils ont toujours les mêmes droits. C'est surtout pour les personnes qui sont passives, qui ne seront plus bloquantes et sur le chemin critique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des conseils aussi de garder une de capitalisation propre. Et en fait, pour être très transparent, si vous ne le faites pas dans les premiers tours, de façon proactive, quand vous arrivez là, on parlait de série A, souvent c'est un peu au niveau de la série A que le coup près tombe, comme j'aime bien dire. Les fonds, parfois, vont même hésiter à investir chez vous si vous ne cleanez pas, enfin, si vous ne faites pas de cleaning de votre cap table, parce que justement, ils savent que d'un point de vue gouvernance, ils n'ont pas envie d'avoir à gérer avec 40 personnes, surtout si vous avez fait un peu de family and friends, où vous avez votre tante, votre grand-mère et votre cousin. Et donc, là-dessus, ils vont vous demander de cleaner la cap table. Et donc ça, c'est plusieurs choses. Soit ils vous disent, on va racheter des parts de ces personnes-là. Et donc malheureusement, des personnes qui sont arrivées au début, qui ont pris tous les risques, vont avoir un upside financier, mais peut-être pas aussi bon que s'ils avaient pu rester plus longtemps. Et sinon, ils vont vous demander de faire un peu de forcing. Et ça va être, parfois, ils vont ne pas investir. Donc ça, c'est vraiment un point important. La cap table doit vraiment rester clé. Et si on vous donne encore un peu d'éléments en plus avec Evan sur qu'est-ce qu'on appelle une table de capitalisation qui est propre, qui est clean et qui va justement euh, vous éviter et des problématiques de gouvernance et des problématiques potentiellement lors d'un prochain tour de financement avec euh, la demande des investisseurs, ou en tout cas le premier signal des investisseurs, où ça va forcément dans les documents que eux vous demandent, il y a la table de capitalisation qui est un document essentiel et stratégique pour avoir une vue justement de votre capital. Et c'est clairement un prérequis qui vous sera demandé lorsque vous allez faire ce tour de financement avec ces investisseurs. Donc, c'était l'exemple de la série A. Ça ne veut pas dire d'avoir trois personnes dans la table de capitalisation non plus. Ça veut dire typiquement les fondateurs. Vous pouvez, et vous restez évidemment donc, dans ce capital-là. Est-ce que c'est en direct ou aussi potentiellement, on a une autre logique qu'on pourra peut-être aborder après, c'est la logique de détenir des actions quand on est fondateur en direct, donc en tant que personne physique, ou via une holding, peut-être pour des questions d'optimisation. D'ailleurs, ce que vous faites aussi côté Rentable, ce que vous appelez, je pense, les SPV founders, je crois, hein, c'est ça? C'est Donc, ça. on pourra peut-être donner des petits éléments là-dessus, mais on est dans une autre logique. Là, on est dans une logique plutôt d'optimisation, de gestion patrimoniale des propres actifs et actions que vous détenez dans votre société, plutôt que de là, la logique qui concerne la société, de regrouper ces investisseurs dont on vient de parler. Sur ce point-là, on peut avoir une dizaine d'angels, etc. Mais quand on arrive à un certain nombre, et c'est l'exemple que donnait Evan, et ce que je vous ai montré aussi avec les différentes lignes, la table de capitalisation, on a ce risque qui est présent et on vous demandera de pouvoir les regrouper. Donc, mieux vaut aussi pouvoir les regrouper en amont, en tout cas prévoir les éléments et les anticiper également. Ce sera le maître mot de ce webinaire. Mais pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont dans le capital, c'est pas impossible, et on va vous donner des éléments pour les regrouper au sein d'un SPV. Donc, il y a pas de problématique rédhibitoire qui vous empêche demain de pouvoir gérer ni la société ni de lever des fonds derrière. C'est le but aussi de vous donner des exemples concrets. Et généralement, l'été, en plus, c'est souvent le bon moment quand on peut préparer ça pour aller anticiper potentiellement le prochain tour de financement à la rentrée ou sur fin Q3, Q4, peut-être d'ici décembre, et closer son tour. Donc souvent, c'est ce moment aussi où on se dit peut-être on est un peu moins dans l'opérationnel selon la saisonnalité, votre modèle économique et activité évidemment, mais c'est des petits moments que vous pouvez trouver comme ça pour se concentrer. Euh, Là-dessus, si on a un certain nombre d'investisseurs, typiquement pour le contrat de BSR, ce qui peut se passer, même à ce niveau-là, et nous, c'est ce qu'on peut recommander côté Legals, c'est OK, vous avez un certain nombre d'investisseurs, vous pouvez aussi créer un SPV qui, lui, souscrira le contrat de BSR. Si vous êtes à devoir accélérer, faire entrer au fil de l'eau ces investisseurs et que vous voulez peut-être pas créer cette structure-là qui souscrira à ce BSR, vous pouvez prévoir aussi une clause qui, si vous le souhaitez, vous, la société, à la conversion du contrat de BSR, vous les regrouperez à ce moment-là dans un véhicule d'investissement. Il y a d'autres petites implications, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, notamment le commissaire aux apports, etc. Mais peu importe, c'est un moyen pour vous, en gros, de préserver la possibilité, ménager la possibilité de pouvoir les regrouper dans ce véhicule si, bah, par exemple, on envoie, hein, nous, le plus grand nombre, je crois, d'investisseurs en BSR lors d'une levée de fonds avec un utilisateur qu'on a accompagné, c'est presque, allez, j'allais dire une centaine, je crois que c'était un petit peu moins, mais pas loin.
Donc là, on a quand même un certain nombre. Et c'est des tickets, donc des montants d'investissement qui vont de 2 000 à 20 000 euros. Et donc là, typiquement, nous, la recommandation qui a été faite, c'était prévoir cette clause s'il n'y a pas de SPV. Et le moment venu, ben, voilà, on pourra travailler avec Rentable, le cas échéant, pour mettre ça en place. Et donc ça, c'est un exemple concret. En tout cas, sur cette partie. Mais je te laisse, toi, Oui, donner... et ça là-dessus, je peux vraiment partager même mon expérience personnelle, hein. Moi, j'ai fait justement une levée de seed et vu l'écosystème dans lequel je suis, moi, j'ai décidé de maximiser le nombre d'angels que je voulais avoir à la Captable parce que justement, c'est aussi des relais de croissance pour moi. Et donc, en fait, j'ai levé avec plus de 100 angels, hein. Et donc, au lieu de faire, souvent, les gens font des tickets minimum. Moi, je faisais des tickets maximum, où je limitais assez bas pour justement avoir le maximum de personnes, sans C'est vrai faire que non plus souvent, de c'est l'inverse, hein, tu as crowdfunding. raison. Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que là, enfin, même moi, si je vais même plus loin, je crois qu'on est à 100 Angel et on avait rajouté quand même un peu de Family and Friends. J'avais laissé quasiment une quarantaine de personnes. Donc, il y a quand même 140 personnes au total. Donc, ça fait vraiment beaucoup de monde. Mais du coup, moi, à ma Captable, j'ai utilisé justement des véhicules, mais de façon proactive, du coup, où j'avais vraiment mis des SPV et qui sont venus souscrire au BSAR. Et du coup, aujourd'hui, à ma Captable, j'ai trois lignes. D'un côté, investisseur, en plus des founders et investisseurs historiques. Mais ce que je veux dire, c'est que pour cette levée-là, oui, j'ai fait rentrer une centaine de personnes, mais avec trois lignes. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu pas mal d'opérations, un peu validation d'opérations sur le capital qui avaient besoin de la validation. Ça allait très vite. En 3 jours, tout était signé. Et donc, ça, c'est vraiment, là, j'avais fait de façon proactive. Mais encore aujourd'hui, nous, dans les founders qu'on accompagne, soit justement, il n'y a pas trop de sujets de cash, etc. Et donc, ils le font en proactif et ça marche très bien à ce moment-là. Soit, bah, il y en a plein où ils avaient des sujets et donc ils ont commencé à prendre l'argent ensuite de l'eau. Pas de problème, encore une fois. On peut, a posteriori, cleaner la cap table. Et comme tu disais bien, Florent, c'est vrai que c'est souvent, c'est l'été, souvent, ça marche bien parce que c'est le moment où, sauf si on est dans un business de location de bateau, euh, moi, la saisonnalité est un peu meilleure. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est le moment où on peut prendre un peu de temps. Et là, en fait, c'est très simple. C'est vraiment, c'est une communication aux investisseurs. Et après, en fait, derrière, c'est juste un papier pour eux à signer où, en fait, ils font l'apport de leurs actions ou de leur BSA au sein du SPV et c'est fait. Et donc, ça se fait très, très facilement. Mais par contre, le point important, c'est vraiment de bien le faire, comme on le disait, en amont d'une prochaine levée. Parce que le pire, c'est d'essayer de gérer, la levée en cours, où il y a déjà beaucoup de choses à gérer, et en plus une consolidation en même temps. Alors, ça se fait aussi. On le fait plein de fois, parce qu'en fait, malheureusement, la réalité du business, c'est que les gens s'intéressent souvent aussi beaucoup à ça au moment où ça devient urgent, et donc, en fait, on fait tout en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que là, s'il y a quand même un petit message à passer, c'est n'hésitez pas à être un peu proactif dessus. C'est très simple à faire quand vous avez justement un peu plus de temps et pas de pression d'opération sur le capital en même temps. Vous les gérez un par un et vous faites un véhicule, vous regroupez tout le monde et comme ça, vous arrivez à votre prochaine levée. En plus, vous pourrez être fier d'envoyer votre table de capi bien, bien, bien gérée. Et ça montre, hein, de la maturité aussi dans la gestion de son entreprise, hein. On va être très clair, hein. Parce que ça montre ces signaux de votre compréhension C'est de, ça. de cette logique technique et de la gestion aussi de ces investisseurs. Parce que tu l'as dit, les regrouper au sein d'un SPV, mais comme s'ils étaient dans la cap table tout de suite, en fait, ça, c'est pas ces éléments qui vont aussi vous apprendre comment gérer le relationnel avec ces investisseurs. Oui, sur les aspects qui sont les aspects juridiques, mais c'est ce que tu as dit et c'est ton cas. Toi, c'est des relais de croissance, ces investisseurs-là. Donc, au-delà des obligations et des droits et devoirs qu'on a dans le pacte d'associés qui sont prévus, c'est aussi comment vous gardez cette relation, comment vous animez votre communauté de partenaires financiers qui sont là sur du long terme. Généralement, c'est 3, 4, 5 ans, voire même plus, 7 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un événement de liquidité et qu'ils puissent là, soit revendre à l'occasion d'un prochain tour de financement, peut-être, donc soit à l'occasion de la vente totale de la société ou de son entrée en bourse, peu importe l'événement de liquidité, ou bon, c'est un événement peut-être moins sympathique, enfin, bien sûr, de la boîte, bon, personne, tout le monde perd, fine, c'est ce qui peut aussi se passer. Mais retenez bien donc ce point qui est, si vous avez un certain nombre de personnes, donc la possibilité, c'est d'anticiper, de prévoir soit donc un SPV tout de suite, donc être proactif comme tu l'as dit, Evan, soit d'anticiper des modalités de permettre de pouvoir le faire a posteriori, mais vous pouvez le faire. En tout cas, c'est de pouvoir avoir une compréhension de l'intérêt, l'avantage et aussi de la mise en place de ces véhicules. Évidemment, nous sommes les professionnels du droit et de ces aspects, donc on pourra vous aider avec
Avec plaisir. Il y avait une question d'ailleurs qui était posée aussi sur ces éléments techniques. Si on continue cette partie, c'est Pierre qui nous pose la question de savoir si, quand on fait un BSAR avec des BA ou aussi via un SPV, est-ce que justement on peut mettre plusieurs BSR successifs au fur et à mesure des souscriptions? Ça, on y a répondu, je pense, à cette question. En tout cas, tu nous diras, Pierre, si c'est le cas, mais oui, c'est possible hein, de pouvoir le faire au fil de l'eau. Ou alors après, si c'est sous forme de SPV, là, je te laisse répondre, Evan. Oui, et donc du coup, voilà, l'avantage des BSA, c'est de pouvoir prendre l'argent au fil de l'eau, hein, c'est vraiment ça. Comme c'était des petits sujets techniques, mais c'est important aussi, c'est que les gens ne sont pas encore actionnaires, hein, ils vont venir se convertir et ensuite être actionnaires. Quand on le fait avec les SPV, oui, nous, en fait, aujourd'hui, c'est aussi une grosse partie du business, hein. Et donc, comme je disais, là, il y a vraiment deux options. Soit vous n'êtes pas spécialement pressé d'un point de vue cash, et donc dans ce cas-là, en fait, c'est plutôt vous consolidez tout le monde dans le SPV, et après le SPV vient souscrire à un BSAR. En fait, Mhm. un BSAR est un événement où l'argent va arriver vers vous. Donc, soit, en fait, vous faites tout le monde dans le SPV, et après le SPV fait un BSAR, et comme ça, il s'investit chez vous. Soit vous avez un peu plus de sujets cash. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre des BSR en direct et venir le consolider plutôt dans un second temps, ce qui se fait aussi très bien. Après, moi, j'en ai aussi quelques-uns qui font un premier SPV avec une première poche de BSR, puis une deuxième poche. Et vraiment, en termes de structuration, tout est faisable. Il y a pas trop de problèmes. Après, juste pour revenir sur, vous voyez, la deuxième partie de la question qui était sur la partie Fiscalité. fiscalité, hein. Donc ça, il y a plusieurs sujets sur la fiscalité. Donc déjà, il faut savoir, malheureusement, quand vous faites des BSA ou des BSAR, tous les avantages fiscaux dont on parle ne marchent pas. D'accord? Il faut être très clair. Parce qu'en fait, pourquoi, hein, et ça c'est de la technicité, mais qui vous fera comprendre la logique, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est en BSAR n'est pas encore actionnaire de votre boîte, réellement. Il ne détient pas les actions, il détient un contrat. Et donc, dans ce cas-là, tous les avantages fiscaux auxquels vous entendez parler, donc les PEA, les Oui. IRPM, Mhm. les GUIR, les nouveaux GUIR, GUIC, etc., ne marchent que quand vous êtes actionnaire d'une boîte. Et donc, malheureusement, quand c'est du BSA, ça ne marche pas. Si vous faites un tour en equity où vous émettez des actions directement, donc si les gens sont en direct, ça peut marcher. Quand c'est à travers un SPV, ça dépend du type de SPV. Il y en a qui permettent des optimisations fiscales type PEA ou IRPME et type même le 150 obétaire qui est le remploi de bien marcher. D'autres qui ne marchent pas. Souvent, il y a toujours un peu des avantages et des inconvénients parce que malheureusement là-dessus, il y a toujours un avantage fiscal au niveau de l'investisseur, mais qui est du coup pas là au sein du SPV, etc. Mais c'est du technique, donc ça, on pourra le retacler ensuite. Clairement, parce que c'est des questions aussi, vous, quand on parle de préparation, qui vous seront posées par les investisseurs, ces éléments. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs nous les posent. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien y répondre. Et évidemment, on connaît ces enjeux, donc vous les avez. On a d'ailleurs fait un webinaire, si vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, avec une avocate fiscaliste avec qui on a l'habitude de travailler de notre côté. Ces questions, on les connaît par cœur, ça nous revient très souvent, notamment sur cette partie Super. BSR, côté Mm. Siligas, parce que forcément, se pose la question de savoir, OK, mais est-ce que je vais pouvoir, moi, réduire mon impôt à hauteur de 50%? C'est le cas du JEI, donc R, sous réserve que la société, évidemment, soit éligible au JEI. Il y a aussi ça. Et donc, c'est quoi les conditions d'éligibilité d'un JEI pour une société comme la vôtre? Question aussi à se poser. On travaille, nous, par exemple, avec 3i Financement, partenaire sur ces éléments où clairement, on a vocation à vous aider, à vous accompagner sur ces aspects pour qu'il y ait des enjeux. Ça se répond sur, on revient là au début et qui peut boucler la boucle et on passera peut-être aux questions-réponses, mais entre le dilutif et le non dilutif, c'est complémentaire et c'est des logiques de financement. De la même manière que tout ce dont on a parlé sur la structuration de ces financements, donc là avec un focus qui est plutôt sur la partie dilutive, avec un certain nombre d'investisseurs, que ce soit des investisseurs business angels, un grand nombre qui peuvent être des relais de croissance, des advisors qui vont vous aider sur de l'expertise, de nouveaux business ou autres. Euh, c'est en complément aussi d'autres investisseurs plus professionnels, comme des fonds d'investissement. Bref, tout ça, c'est des éléments à comprendre en fonction de la maturité, vous, de votre société, de votre besoin de financement. Et bon, on espère en tout cas que c'était un peu plus clair pour vous avec les éléments qu'on vous a apportés avec Evan. Il y a une question qui nous est posée par Philippe pour les BSR et l'avantage fiscal. Comme quoi, l'avantage fiscal, clairement, c'est un sujet pour ceux qui nous écoutent, mais ce qui est normal. Euh, Est-ce qu'il intervient l'année de la conversion en action? Justement, c'est ce que Evan rappelait à juste titre, c'est-à-dire que en principe, les BSR sont exclus
des dispositifs fiscaux dont on a parlé. PEA, par exemple, non, parce que ce sont des bons de souscription d'actions, ce ne sont pas des actions, comme tu l'as dit, Evan. Et donc, le PEA, c'est un plan épargne-action. Et donc, on ne peut pas les mettre, y compris lorsqu'elles sont issues, ces actions, de l'exercice du BSR. C'est clair et net sur cette partie. Donc, non, le PEA, ce n'est pas possible. Pour le réemploi, 150 obétaires, c'est possible sous réserve des 2 ans pour la conversion et les actions qui sont issues de la conversion de CBSR. On ne va pas rentrer dans un débat de Et fiscaliste là-dessus, ici, mais je te pour laisse mettre compléter, bien sûr. toute la partie juste 150 BTR, en fait, la réalité, c'est que du coup, c'est exactement au moment de la conversion que du coup, si le 150 BTR, il faut qu'ils détiennent les actions dans les 2 ans de leur événement de liquidité personnelle, hein. Ils ont besoin de déployer 60% de leurs gains sur capitaux dans les 2 ans, mais dans des actions. Aujourd'hui, je vois des personnes qui prennent le risque de prendre des BSAR en 150 BTR, mais alors là, ils mettent à risque tout leur avantage fiscal qu'ils ont depuis le début si par hasard la boîte ne convertit pas en action dans les deux Mhm. ans donnés. Et donc là, moi, ce que je conseille là-dessus, par contre, c'est souvent de ne pas accepter les 150 BTR parce que là, en termes de pression des investisseurs que vous pouvez avoir, votre investisseur va venir vers vous en disant, mais tu m'avais promis de faire ta levée série SID ou série A dans l'année, parce qu'on y croit tous. Mais en fait, pour des sujets business, vous décidez de le repousser. Et lui, il y a un report Il va d'imposition devoir convertir, lui, à un significatif et moment. il va devoir Mhm. convertir. Et donc après, il va vous forcer à devoir le convertir d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce Bien sûr. n'est pas quelque chose qui est intéressant pour vous. Donc, je pense que c'est de là d'où venait ta question, Philippe. Mais faites vraiment attention à ça parce que c'est vrai que bah, parfois, enfin, j'en ai eu quelques histoires pas marrantes là-dessus. Clairement. Et ça, en fait, il y a beaucoup d'avantages pour lever et utiliser les contrats de BSR, mais il y a aussi des inconvénients qui sont propres à cette mécanique. Euh, Beaucoup d'investisseurs, en tout cas certains, n'aiment pas cette logique de BSR, notamment pour des questions peut-être fiscales, pour des questions aussi d'être actifs et dans le capital de la société, parce que, bah, comme on l'a dit, ils ne sont pas au capital tout de suite, ou pour des raisons aussi où il veut être au clair sur, moi, je veux rentrer à une valorisation donnée, qui me donne un pourcentage donné du capital, ce qui n'est pas encore le cas avec un contrat de BSR, parce que on va rentrer au capital plus tard. Euh, mais il ne faut pas le voir en fait de façon négative sur OK, non, jamais en BSR ou à l'inverse, que en BSR. Ça, c'est une logique, bon, c'est un peu peut-être du bon sens, mais quand on a une logique aussi simpliste, posez-vous la question. En tout cas, c'est pas forcément la bonne. Mais si vous voulez en discuter, n'hésitez pas. Évidemment, on serait ravis d'en parler avec vous sur tous ces sujets. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous faire passer un petit lien si vous voulez en discuter avec nos équipes sur ces aspects et les différentes mécaniques. Mais avant de se quitter, ce serait bien de prendre aussi d'autres questions de votre part, que ce soit des questions techniques ou pas, hein. Donc, en tout cas, merci Philippe et Pierre pour vos questions. Euh, L'idée, c'est de pouvoir vraiment vous éclairer sur cette pertinence à la fois de pouvoir utiliser une holding d'investissement, donc ce fameux SPV, Special Purpose Vehicle, avec Roundtable qui vous aide à le structurer pour les bonnes raisons dont on a parlé ce matin. Si c'est sous forme de BSAR, si c'est sous forme d'augmentation de capital de votre levée de fonds, pas de problème, on est exactement, enfin, on est là aussi avec Silegas pour vous accompagner dessus, soit sur les enjeux techniques ou autres. Et en fait, peut-être pour imager un peu la fin sur Roundtable va vous aider à structurer avec vos investisseurs cette logique, là où Silegals va vous aider ensuite, vous, à, sur la partie aval, compléter et réaliser le closing de votre financement. Donc, le fameux SPV qui est construit, c'est avec Roundtable sur regrouper ses investisseurs, gérer la création de la structure, les regrouper. Et ensuite, ben, la souscription, par exemple, du BSR ou de l'augmentation capitale, et ben, on peut le faire ensemble sur Silegals. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Peut-être un dernier mot, conseil de ton côté, Evan, avant qu'on se laisse. Non, moi, c'est vraiment, comme je disais, le dernier point, c'est vraiment cette approche de garder une captable clean. Juste un petit point qu'on n'avait pas trop abordé, mais je pense qu'on ne va pas l'aborder là, c'est un sujet énorme, mais l'avantage parfois aussi de passer dans des SPV, c'est que ça peut redonner de la liquidité additionnelle, d'accord? Parce que justement, en fait, comme ça permet d'avoir un petit débrayeur sur les opérations au capital, vous gardez toujours le contrôle, mais en même temps, il y a besoin à un moment de faire sortir un actionnaire donné pour une raison ou pour une autre, ou d'en faire entrer d'autres, ça peut être quelque chose qui peut se faire de façon beaucoup plus simple que quand c'est en direct au capital, où on est obligé de revoir vraiment tout le monde. Donc, voilà.
Un mini pacte, oui. Alors là-dessus, Pierre, je vois ta question en même temps, je me permets de Bien jump sûr, in. Encore une fois, ce qui est important, c'est que alors, le mini pacte, même si enfin, SPV ou pas SPV, ça change rien en fait, hein. Le mini pacte, c'est quels sont les droits que tu veux donner à certains groupes de personnes. D'accord? Et donc, là-dedans, après, il faut juste imaginer, le SPV, c'est un actionnaire comme un autre. Donc, vous pouvez même avoir des tours, hein, où vous en avez quelques-uns en direct parce qu'ils ont des très gros tickets, des choses comme ça, et d'autres qui sont regroupés. Le mini-pacte, encore une fois, vous pouvez lier le SPV avec un mini-pacte ou avec un pacte full. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sujet là-dedans. Le mini-pacte seul ne changera pas. De toute façon, on ne peut pas dénuer toutes les actions de tous leurs droits, malheureusement. Ça serait beau. Mais même un mini-pacte, ils font que, je ne sais pas, une validation des comptes annuels ou des choses comme ça reste quelque chose qui est obligatoire. Et donc, vous devrez aller chercher les signatures de vos différents actionnaires. Donc, le mini-pack, oui, à minima, mais souvent, c'est plus pour des raisons business qu'autre chose. merci Evan, merci à tous pour ce webinaire, ces éléments partagés. Si vous voulez poursuivre la discussion, vous avez le lien que je vous ai mis, où vous avez évidemment les contacts côté Roundtable, que ce soit sur le site, que ce soit les contenus qu'on vous partage, et également on vous fera passer ce contenu et ce webinaire sur notre chaîne YouTube, qu'on relaiera évidemment sur notre compte LinkedIn. Un grand merci, Evan, à toi pour ce Et à matin. tous, On reste en contact et ben, très bel et à été très à vite. vous et à très vite. Salut. Bonne journée. Bye bye.